Service de réhabilitation des brûlés, et on va parler aujourd'hui d'éthique et brûlure. On va quand même, puisqu'on va parler de brûlure, faire un rappel assez rapide sur la brûlure. Vous allez avoir le PDF à disposition. Je passerai peut-être assez rapidement sur certaines notions, parce que le plus important, c'est d'essayer de discuter des cas cliniques. Bien. Euh, alors, donc, le plan, je viens de vous le dire rapidement, on va voir la brûlure, l'éthique médicale, on en a largement parlé, et la problématique éthique, c'est ce qui va nous intéresser. C'est au fond l'application de ce qu'on a vu dans les principes fondamentaux. Euh, la peau, c'est un des organes les plus importants du corps humain en étendue, en poids. C'est un véritable organe, hein, donc il a un rôle physiologique, bien évidemment, et elle a un rôle psychologique, hein, puisqu'elle modèle notre image corporelle, enfin, elle est très importante. Concernant les brûlures, il faut savoir qu'il y a une relation inverse entre la durée et la température. Autrement dit, plus la température est élevée, moins il faut de temps de contact pour que se crée une brûlure. Et on a une lésion dès la température de 44 degrés, ce qui correspond grosso modo au seuil d'alerte des thermorécepteurs. Ça peut varier chez les individus, mais en général, c'est 44 degrés. Au-delà de cette température, en fonction du temps, donc, on commence à avoir une brûlure. On va les voir rapidement, les différents stades, en sachant que la nécrose est complète, très profonde, avec quelques secondes d'application dès qu'on franchit le seuil des 70 degrés. Ce seuil d'alerte de 44 degrés, c'est le seuil douloureux, c'est celui qui dit ah, là ça chauffe, il faut retirer la main, il faut retirer le bras. C'est un signal d'alerte, hein. La brûlure, on l'évalue en superficie, en topographie. Pour la superficie, une des règles, même si elle est grossière, qui est la plus facile à retenir et la plus facile pour évaluer une brûlure, c'est la règle des 9 de Wallace qui concerne essentiellement l'adulte. Chez l'enfant, on ne peut pas l'appliquer parce que, en fait, la taille de la tête par rapport au corps est beaucoup plus importante. Et donc, on est dans une proportion qui est différente. Mais à partir de l'âge adulte, ou en tout cas du grand adolescent, la règle des 9 s'applique, hein, avec 9% pour le crâne, 18% pour le torse devant, 18% derrière, 9% pour chaque membre supérieur, 18% pour chaque membre inférieur et 1% pour les organes génitaux. Donc, on a à peu près comme ça la superficie de la brûlure, en sachant que euh, la paume de la main, enfin oui, la région palmaire de la main, une main, correspond environ à 1%. Donc, en appliquant grosso modo sur la topographie la main, on voit à peu près combien de pourcentage. On l'affinera bien évidemment après par d'autres mesures, mais au moins ça donne déjà, pour les premiers secours par exemple, ou une première évaluation, on a déjà une idée. La profondeur, en fait, elle a été décrite par Dupuytren dans les années 1840, il y a très longtemps. C'est lui qui avait codifié ces 4 stades, parce qu'effectivement, il y en a 4, hein. On va les voir l'un après l'autre, et forcément, le quatrième stade est le plus profond, c'est celui qui atteint, comme on le voit sur le schéma, euh, les structures jusqu'aux muscles et parfois jusqu'aux os. Le premier degré, lui, n'intéresse que l'épiderme. Le second degré franchit la membrane basale et malheureusement va commencer à intéresser la partie superficielle du derme. Et le troisième degré, lui, va souvent jusqu'à l'hypoderme. Alors, le premier degré, c'est classique, hein, c'est le coup de soleil, c'est un peu ce qui nous guette ces temps-ci, puisque depuis le déconfinement, on peut aller s'exposer. Avec voilà, hein, les différences quand il y a des protections ou quand on n'arrive pas à poser comme il faut la crème solaire. Le deuxième degré superficiel, enfin, le deuxième degré et superficiel en particulier est marqué par ce qu'on appelle la bulle, la phlictène. C'est le nom dans le jargon médical, la phlictène. Ce sont ces bulles qui se forment au-dessus de l'épiderme et qui correspondent à un transsudat qui est stérile, hein, totalement stérile, qui est propre et qui correspond grosso modo au liquide intérieur. Alors l'intérêt, c'est de l'approfondir pour voir un peu comment c'est dessous et surtout
pouvoir après apprécier la profondeur. Alors il y a deux façons d'apprécier la profondeur. La scarification, qui est un peu moyenâgeuse, hein, ça consiste à prendre une aiguille et puis à aller tracer un trait sur cette zone. Plus ça saigne, plus ça fait mal, plus c'est superficiel. C'est pour ça que c'est un peu moyenâgeux, parce que quand même, ça peut faire très mal. Quand c'est profond, du troisième degré ou du deuxième degré profond, ça a tendance à peu saigner et à ne pas faire mal. Et les moyens modernes, maintenant, c'est ce qu'on appelle le laser Doppler. C'est cet appareil qui est totalement non agressif, hein, qui consiste à envoyer en fait une onde qui va être réfléchie au niveau des tissus et qui va être renvoyée et qui va permettre sur une brûlure d'avoir une cartographie. Plus finalement c'est foncé, moins, plus c'est rouge, plus c'est vivant, moins c'est rouge, plus c'est profond. Ça permet effectivement pour les chirurgiens d'apprécier l'importance de l'excision, donc du retrait de cette zone finalement nécrotique et cutanée morte. Le deuxième degré profond, c'est un stade de deuxième degré qui commence à s'approfondir et qui a atteint vraiment tout l'épiderme, tout le derme, pardon, l'épiderme bien évidemment, hein, c'est la couche superficielle, ça c'est la basale, et le derme est dessous, et ça va donner un aspect plutôt terne, parfois brillant, avec une sensation de douleur qui peut être diminuée. Et le problème du deuxième degré profond, c'est que la tendance est à l'approfondissement. Ça guérit rarement spontanément. Ça prend alors plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça laisse des séquelles parce que ça va être très long. Et donc, si ça s'approfondit, ça va plutôt être une sanction chirurgicale pour la guérison. Le troisième degré est quelque chose qui est très profond puisqu'il atteint la graisse cutanée et parfois la franchit et n'a aucune tendance spontanée à la cicatrisation, même sur une zone qui peut être très limitée. Ça ne va pas cicatriser tout seul. Il va falloir à un moment donné recourir à la chirurgie pour exciser toute cette zone nécrosée. Et puis malheureusement, il y a le quatrième degré qui là est une photo dramatique, hein, qui montre quelle peut être l'atteinte. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, on a des destructions importantes et puis un pronostic vital qui est très rapidement engagé. Concernant l'épidémiologie, il y a quelques chiffres quand même qu'il faut avoir en tête. Grosso modo, en France, depuis maintenant 20 ans, le nombre de brûlés est à peu près stable. Probablement 400 000 ou 500 000, alors c'est vrai qu'il y a une approximation, ça fait quand même pas mal, 100 000 de différence, peut-être 600 000, parce qu'en France, on n'est pas très doué pour l'épidémiologie, mais enfin, bon, disons 400 à 500 000 brûlés par an, chiffre à peu près stable. Simplement 20 000 hospitalisés, peut-être un peu plus, mais pas toujours en centre des brûlés, parfois dans tout un tas de services hospitaliers, parce qu'en centre des brûlés, en centre spécialisé, on n'a guère que 10%, pardon, 1%, excusez-moi, 1% seulement de ces 400 000 patients qui sont hospitalisés, donc c'est relativement peu, en sachant que le nombre de décès, là aussi, est à peu près stable. Il est dû, en fait, aux incendies, aux intoxications par les fumées la plupart du temps. Dans l'épidémiologie, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que les brûlures intéressent essentiellement les personnes en précarité et la plupart du temps des hommes. Et puis, dernier chiffre important dans l'épidémiologie, c'est que pratiquement 50% des personnes qui se brûlent en France sont des enfants de moins de 15 ans et un tiers d'enfants qui ont moins de 4 ans. Donc il y a une proportion très importante d'enfants qui se brûlent et qui justifient des mesures qu'on verra tout à l'heure de prévention. La plupart des accidents de brûlure sont des accidents domestiques. Quand on vient dans le service, chez nous, on peut croire qu'effectivement, il y a beaucoup plus de pathologies psychiatriques, des immolations. Non, en fait, c'est un biais de recrutement dans le service parce que ces personnes-là ont peut-être plus de mal à se rendre dans un autre service. La plupart du temps, ce sont des accidents domestiques. Et puis, des accidents domestiques et des brûlures thermiques, 9 fois sur 10. Les autres brûlures, qu'elles soient chimiques, électriques ou les équivalents, les radiodermites, les dermatoses bulleuses, sont beaucoup moins importantes. Globalement, depuis une vingtaine d'années, il y a une diminution, il y a une modification de l'épidémiologie de la brûlure en termes de surface et de zone fonctionnelle. En fait, on voit que grâce aux mesures de prévention qui sont appliquées, en tout cas dans le monde occidental,
moins dans les pays en voie de développement. Euh, les brûlures sont des brûlures de petite surface, la plupart du temps de moins de 10%, mais malheureusement qui atteignent des zones fonctionnelles. Les zones fonctionnelles essentiellement sont les mains, la tête et le cou. Donc la gravité, c'est pas tellement donc l'étendue, mais plutôt les conséquences qui vont en résulter. Pardon. Les brûlures bénignes sont celles qui font moins de 10% de surface corporelle, sans signe de gravité, donc sans atteinte fonctionnelle. Elles nécessitent quand même de principe un avis spécialisé. Et quant aux autres brûlures, je vous les laisserai regarder. Les brûlures graves, ce sont celles qui font plus de 10%, qui sont du deuxième degré ou du troisième degré, et ou qui ont un facteur de risque associé, soit l'âge, l'enfant, on l'a dit, la personne âgée, ou d'autres pathologies. Une brûlure grave, c'est forcément le centre des brûlés, c'est pas égal. On parlait des enfants, donc je vous disais la prévention primaire est très importante pour éviter ces brûlures chez les enfants, donc, puisque la plupart du temps ce sont des accidents domestiques et parfois les accidents du travail. Et bien la prévention primaire, c'est effectivement faire attention à l'eau qui chauffe, et puis les détecteurs de fumée qui sont désormais obligatoires dans tous les logements depuis 2015. Et quant aux accidents du travail, eh bien c'est de bien mettre les vêtements de protection. On a vu pour la crise du Covid l'importance de ces équipements de protection individuelle, comme on les appelle, et bien, ma foi, dans toutes les branches professionnelles, elles sont tout aussi importantes, même si ce n'est pas pour prémunir du virus, mais justement pour prémunir d'accidents graves. La deuxième phase de la prévention, une fois qu'on est brûlé, c'est de refroidir, évidemment, uniquement les brûlures thermiques. Il ne s'agit pas de refroidir, enfin de mettre sous l'eau une brûlure chimique quand on ne connaît pas quel est le produit qui est en cause. On parle des brûlures thermiques, il faut refroidir 15 à 20 minutes, le temps qu'arrivent les secours. Ça permet de refroidir suffisamment les tissus et d'éviter l'aggravation. Alors, la base du traitement pour les brûlures sans gravité, c'est le pansement, hein, c'est la base de flamazine la plupart du temps. Sinon, eh bien, c'est le centre des brûlés. On va avoir une réanimation spécialisée qui va ajouter au problème de réanimation habituel, ce spécifique à la brûlure, en particulier un remplissage extrêmement important pendant les 48 premières heures. Cette plaque, elle est tirée d'un des livres Princeps sur la brûlure de Herndon, hein, qui est une référence mondiale, le Total Burn Care. Elle montre l'évolution de ce qu'on appelle la LD50, la Lethal Dose 50. Lethal Dose 50, enfin, Lethal Dose 50, c'est que c'est un chiffre qui permet de savoir que de part et d'autre de cette ligne, il y a 50% de décès ou de survie. Quel est l'intérêt? Ben, simplement de voir que depuis les années 50, elle ne cesse d'augmenter. Et là, sur le schéma, ça s'arrêtait en 2014. Mais en 2019, on atteint pratiquement 80% ou un peu plus de 80% pour une survie de 50% des patients qui ont cette gravité. Alors que dans les années 50, on était aux alentours de 42-43%. Donc on voit qu'on a fait des progrès. Mais le problème, c'est que le prix de ce progrès sont les séquelles. Le traitement essentiel des brûlures, outre le pansement quand elles ne sont pas graves, après c'est la chirurgie avec différentes modalités chirurgicales que je vous laisserai découvrir dans le PDF, mais c'est la chirurgie, c'est le recouvrement cutané. La brûlure, elle évolue en 3 phases. Une phase précoce, c'est la réanimation immédiate qui va durer à peu près 48 heures et qui est marquée par un remplissage phénoménal qui peut atteindre 20 à 25 litres, voire 30 litres par jour, en raison d'œdèmes absolument phénoménaux qui correspondent à ce remplissage. Et puis après cette phase, si le patient survit, il y a la réanimation relativement classique, mais avec toutes les chirurgies itératives. Et puis au bout de plusieurs semaines, quand le patient commence à cicatriser, eh bien, il va être proposé à un service de rééducation. Et là, il va entamer ce qu'on appelle la phase de brûlure maladie qui va durer plusieurs mois ou voire quelques années et qui consiste en fait en la maturation cicatricielle et à la reprise fonctionnelle aidée par la rééducation avec plusieurs modalités qu'on va voir juste après. Je vous disais juste à l'instant, le progrès de la réanimation, 50% de survie pour 80% de surface corporelle, ben, le prix, c'est la
la cicatrice, la séquelle. Tredjet avait illustré ça dans un schéma, dans une publication qu'il avait faite il y a une vingtaine d'années. Il y a jamais, une fois qu'il y a une lésion, on n'a jamais une restitution, comme on l'appelle, à d'intégrum, uniquement chez le fœtus, mais autrement, il y a toujours une cicatrice, on le sait tous, quand on a une plaie, il y a toujours une petite cicatrice. Elle est d'autant plus importante dans la brûlure parce qu'elle est hypertrophique. Voilà. Et l'évolution de cette cicatrice, cette maturation cicatricielle, elle va prendre presque 2 ans, entre, disons, 1 an et parfois jusqu'à 3 ans. Elle est bien plus longue que pour une cicatrice normale. Cette cicatrice hypertrophique, ce grand placard rouge qui est marqué par des limites assez nettes, qui le distingue d'ailleurs de la kéloïde. La kéloïde, elle a tendance à avoir des frontières qui dépassent largement la plaie. Là, non. On a effectivement une zone qui est assez bien limitée. Et pour diminuer cette cellularité, comme on dit, cette hypertrophie, cette inflammation, on va utiliser les vêtements compressifs, la pressothérapie, le silicone ou la vacuothérapie, c'est ce qu'on appelle par ailleurs en kinésithérapie le LPG. Voilà, donc cette cicatrisation anarchique, elle est due à un problème au niveau de la matrice extracellulaire, une prolifération de myofibroblastes, et on a surtout au niveau des zones fonctionnelles soit des destructions avec des brides rétractiles, soit des cicatrices destructrices, soit des cicatrices qui sont très fragiles, avec des propriétés mécaniques telles que pas grand-chose fait que le revêtement cutané craque et qu'on a à nouveau des plaies très difficiles à cicatriser. Cette rééducation, je vous le disais, bah, elle est pluridisciplinaire, hein. Je vous le laisserai découvrir pour pas trop s'apesantir, mais c'est quelque chose qui est itératif. Dès qu'il y a de la chirurgie, on recommence à zéro sur tout le cycle. Les vêtements compressifs, ce qu'on appelle la pressurothérapie, mais c'est pas que les vêtements compressifs, c'est tout l'appareillage qui à un moment donné vient comprimer les cicatrices, exerce une pression d'environ 30 à 35 mm de mercure, qui permet d'éviter l'hypertrophie en diminuant la cellularité, comme on l'a vu, et surtout en diminuant l'activité des myofibroblastes. Bon, quand on met un vêtement compressif, il peut y avoir des petites ulcérations, des petites désépidermisations, une macération. Donc il faut être très précautionneux sur l'hygiène. Et l'efficacité de cette pressothérapie semble corrélée à la durée. Pour avoir une idée de ce que c'est, 30 ou 35 mm de mercure, eh bien, vous prenez un brassard à tension, vous le gonflez à peu près à cette pression, 30-35, et vous essayez de le garder 1 heure sur un bras, et vous verrez ce que ça peut faire quand on a un vêtement compressif sur tout le corps, comme ça. C'est contraignant, c'est pénible, et l'observance de ce fait-là n'est pas toujours complète. Au mieux, elle est de 2 patients sur 3, elle est bien meilleure sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs ou que sur le visage. Bon, le but, c'est que même si on a des destructions, on a eu des brûlures sévères, c'est de pouvoir faire certains gestes de la vie quotidienne, la cuisine, rejouer de la guitare, par exemple. Voilà, ce sont des résultats quand même intéressants. En sachant que la douleur ne disparaît pas vraiment, puisque dans des études rétrospectives, jusqu'à 11 ans, on retrouve un patient sur 2 qui est douloureux et qui fait avec. Il en va de même avec le prurite qui est très, très féroce, qui entraîne des lésions de grattage, qui peuvent entraîner à nouveau des plaies, des surinfections, et qui va durer le temps de la maturation cicatricielle, avec une prise en charge médicamenteuse qui n'est pas toujours très bonne. Et ça marche, par contre, ce qui marche très bien, c'est les cures thermales, la crénothérapie. Quant à la souffrance, donc la souffrance psychique, eh bien, les névroses post-traumatiques sont plus importantes, ainsi que la dépression ou les angoisses, que dans les autres traumatismes. Et ça dure assez longtemps, donc la prise en charge psychologique doit être très précoce. La réinsertion professionnelle, elle est importante. Nous, dans le service, on a plutôt des gens précaires qui ne travaillaient pas avant, donc c'est vrai que on ne les voit pas toujours reprendre une activité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, il faut que l'activité soit reprise à peu près dans les 3 à 6 mois qui suivent. Plus le temps passe, moins la personne reprendra une activité, même si cette activité est adaptée après, en fonction des handicaps. Voilà, donc actuellement, on a changé de paradigme. Ce n'est pas simplement de les sauver, mais c'est de réduire les séquelles pour qu'ils aient une qualité de vie la meilleure possible. J'étais un peu rapide, mais je voulais juste vous donner une idée sur la brûlure. Quant à l'éthique, je pense qu'on peut passer parce que voilà,
On avait déjà vu tout ça. Il y a juste quelques plaques. Et puis, on va en arriver à nos cas cliniques pour pouvoir... voilà. Alors, dans la brûlure, je l'ai dit rapidement, mais j'ai dit que les soins étaient contraignants. La pressothérapie, c'est contraignant, donc l'observance n'est pas très bonne. On est dans un contexte particulier, la brûlure, on parle de modèle biopsychosocial. Et effectivement, on a des séquelles qui sont à la fois physiques, qui sont psychologiques, qui sont sociales, et qui vont durablement altérer, par exemple, les relations au sein de la famille ou dans la société avec les autres personnes. Toute la difficulté, en fait, c'est de retrouver sa place justement à la fois dans la famille et dans la société, et quel que soit malgré ce handicap ou avec ce handicap en tout cas. Et donc c'est aussi ça, la rééducation, c'est d'amener les gens brûlés à retrouver cette place. C'est pour ça qu'il y a une véritable interrogation éthique hein, pour savoir un petit peu comment on peut les aider et comment on peut utiliser le mieux possible les principes qu'on a vus pour nos soins. Alors, la démarche, c'est une démarche réflexive et a posteriori, c'est casuistique, hein, c'est pour un cas donné, la meilleure façon de faire dans ce cas-là. Euh, Ça, on l'a déjà vu, hein, trouver un accord dans la décision, éliminer les biais, très important. Le dialogue d'écoute multidisciplinaire, il faut quand même le répéter, ça aussi c'est important. Et à un moment donné, effectivement, dans cette délibération, en ayant utilisé les outils qu'on a vus, on va avoir une décision qui va être consensuelle. Ce n'est pas un gage ni de qualité, ni de vérité, ni d'ailleurs qu'on a eu un jugement sûr. C'est a priori, dans ce cas donné, pour ce jour-là, pour les gens qui participaient à la réunion, donc qui étaient autour de la table, eh bien, c'est probablement la moins mauvaise décision possible. Euh, c'est important de savoir, d'avoir cette humilité sur ce jugement-là, mais à un moment donné, eh bien, il faut bien qu'on prenne cette décision. Le but, au fond, pour le brûler, compte tenu des contraintes, compte tenu de ses difficultés, de ses séquelles multiples, c'est de lui rendre une qualité de vie. La grande interrogation, c'est de savoir qu'est-ce que c'est cette qualité de vie. Est-ce que c'est celle que nous, soignants, envisageons pour lui en disant il faut que ce soit comme ci, comme ça, en mettant un vêtement compressif, ou au fond, il faut accepter la qualité de vie que le patient souhaite, ou en tout cas la façon de vivre qu'il souhaite. Autrement dit, il faut respecter son autonomie, mais là encore, jusqu'où, jusqu'à quelle limite? Voilà un petit peu les interrogations qui dominent en éthique, dans les délibérations éthiques concernant la brûlure. Alors, j'avais demandé à Madame Naville j'avais fait passer les cas cliniques. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les lire. On va maintenant essayer d'y réfléchir. Alors, ce cours, c'est un cours qui est interactif, hein, parce qu'autrement, les cas cliniques n'ont pas d'intérêt. Donc, je vais quand même vous relire les cas cliniques, et puis, si vous le souhaitez, après, ben, soit vous prenez la parole, soit sur le chat, on verra un peu comment on fait. Le premier cas que je vous soumets, c'est celui d'un patient de 30 ans, donc, hein, qui était emprisonné et qui a mis le feu à sa cellule, mais pour être le moins brûlé possible. Il a utilisé, si on peut dire, son co-détenu comme un bouclier thermique. Donc, l'autre personne a été gravement brûlée. Lui, il est atteint sur 21% de surface corporelle, en deuxième degré superficiel et intermédiaire. Alors, intermédiaire, c'est ce degré entre le deuxième superficiel et le deuxième profond qui peut finalement passer soit qui peut rester ou revenir vers le superficiel, cicatriser assez vite, ou alors s'approfondir et devenir du deuxième profond. La plupart du temps, le stade intermédiaire est quand même assez profond et justifie la chirurgie si ça traîne trop. Mais pas toujours. Donc il est adressé au centre des brûlés, et puis après le centre des brûlés, il nous est adressé. Le problème, c'est que
L'annonce de son arrivée a été assez brutale par un commissaire de police qui n'a pas pris de gants et surtout qui n'a pas pris la confidentialité nécessaire et qui l'a dit dans le couloir quand il nous a vus. Bon, ça, c'était un peu problématique parce qu'avant même qu'il arrive, tout le monde savait. Alors, quand il est arrivé, c'était un peu compliqué parce qu'il est arrivé encadré de deux fonctionnaires de police, littéralement enchaînés, hein. Et puis, dès qu'ils l'ont mis dans la chambre, ils l'ont enchaîné aussi au lit. Je dis bien enchaîné. Il avait, voilà, il n'y avait pas de possibilité de bouger tout seul. Et il y avait toujours un fonctionnaire de police dans la chambre, donc nécessairement pour des soignants, mais le médecin en particulier, le colloque singulier, il n'existe pas. Difficile dans ces cas-là d'avoir un interrogatoire, une observation habituelle, normale. Forcément, dans ces conditions, bah, le patient, il est laconique, hein, il ne va pas vraiment répondre aux questions, d'autant qu'il est impressionnant. C'est quelqu'un qui est musclé, qui est grand, enfin, qui donne une impression de force. Et le problème, ce sera que ce qui se passe dans la chambre ben, va se reproduire de toute façon chaque fois qu'il va être déplacé. C'est-à-dire que même dans la salle de pansement, il y aura un fonctionnaire de police qui sera présent à côté de lui et qui va l'attacher au brancard ou au lit sur lequel on fait le pansement. Inutile de dire que c'est très pesant. Donc en fait, il est quasi mutique, le contact est difficile et la question est donc quelles sont les difficultés que pose cette prise en charge au plan éthique, hein, on est bien dans une réflexion éthique, et qu'est-ce qui peut se passer avec l'équipe et comment faut-il essayer euh, d'améliorer les choses ou que peut-on faire? Voilà, hein, la question c'est voilà, qu'en pensez-vous? Quels sont les problèmes? Comment peut-on y remédier? La parole est à vous. Alors, la relation de confiance est difficile à instaurer, bien sûr, on l'a dit, forcément. C'est pas, je ne sais même pas si on peut parler d'une relation de confiance, puisque il est dans pratiquement les mêmes conditions d'incarcération, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre. Dans sa tête, pas sûr que dans ces conditions-là, il ait envie de faire confiance à quiconque. Alors, pour l'intimité, la pudeur, la dignité du patient, bien évidemment, c'est vrai, ça rejoint effectivement la première remarque, hein. Il n'y a pas d'intimité, il est gardé en permanence. La pudeur, bon, elle est quand même respectée a priori pour tout le monde. Bon, la dignité, c'est autre chose puisqu'il est enchaîné. Alors, changer le mode de surveillance du détenu pour qu'il soit un peu plus ouvert, mais ça veut dire quoi ça? Changer le mode de surveillance du détenu? Est-ce que ça dépend de l'équipe soignante? Alors, attendez. Vous avez des questions intéressantes, peut-être, si vous voulez, j'essaie d'y répondre les unes après les autres. Je ne sais pas. Moi, vous préfériez qu'on le fasse à l'oral? Je ne sais pas. Non. Pour les étudiants qui n'ont pas de problème de son, c'est vrai que ça serait plus facile peut-être de dire vos remarques à l'oral en utilisant la petite main là pour parler. En attendant donc vous preniez la parole, revenons sur le mode de surveillance du détenu. Bien évidemment qu'il faudrait le changer, sauf que est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ça se passe comme ça dans le service? Alors, c'est sûr que là, j'ai plein d'autres questions et de choses qui sont dites auxquelles j'aimerais bien répondre, mais je les prends dans l'ordre. Il y a vraiment ce problème de la surveillance du détenu qui est une question cruciale, centrale sur cette prise en charge. Oui,
Oui, bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui, on Est-ce vous qu'on entend, m'en- Caroline. Allez-y. Oui, non, au niveau du fait que j'ai dit changer le mode de surveillance du détenu, il y a Marie en dessous qui a bien compris ce que je voulais dire. C'était vraiment au niveau de son intimité, enfin vraiment dans le respect de son intimité et de sa dignité. Il fallait peut-être changer quelque chose parce que rien que ça, déjà, ça mettait un froid directement avec l'équipe soignante, je pense. D'accord, le mode de surveillance du détenu, c'était effectivement, je l'ai vu dessous, là, c'était plutôt d'essayer d'avoir cette intimité en mettant un rideau entre les gardiens et le détenu, hein. Alors, je pensais à autre chose, moi. Le problème, alors c'est pas possible pour le rideau, hein, tout simplement parce que je vous ai dit que les officiers de police rentraient dans la salle de pansement armés et de toute façon l'enchaînaient aussi au brancard. Donc, il est pour eux pas question de le perdre de vue, littéralement, littéralement. Il y a toujours un contact visuel avec lui. Donc, on ne peut pas mettre effectivement un rideau pour son intimité. Malheureusement, ça, c'est pas possible. Euh, on reviendra peut-être sur les conditions alors de détention dans le service, c'est quand même assez particulier. Euh, alors le manque, je voyais que y a le manque d'informations communiquées par le patient peut amener à une mauvaise prise en charge de son état, bon, la douleur. Euh, j'ai dit que la communication était difficile, mais il y avait quand même un minimum de soins, même s'il était impressionnant et qu'il faisait peur à une partie de l'équipe et que les gens, bon, n'étaient pas très. Enfin, peur, il n'y avait pas que lui, c'est-à-dire le fait de rentrer dans une chambre où il y a des policiers armés quand même. Donc, effectivement, les infirmières effectuaient leur travail, sans doute au minimum, mais en essayant d'apprécier quand même la douleur. Mais comme je vous l'ai dit, il était laconique, il répondait quasiment pas. Et est-ce qu'il avait mal, pas mal? Est-ce qu'on l'a jamais su? Je ne sais pas. En tout cas, il avait des antalgiques du style paracétamol, et puis c'est à peu près ce qu'il avait, parce qu'il n'avait pas de plainte douloureuse particulière. Euh, c'est vrai que ça peut gêner de ne pas avoir la totalité des informations sur un patient pour une prise en charge, mais euh, si on n'avait pas vraiment de notions sur la biographie médicale, ses antécédents, etc., en tout cas, on savait pourquoi il était là et on connaissait sa brûlure. De ce point de vue-là, on pouvait le soigner, déjà. À une exception thérapeutique près. Peut-être qu'elle n'est pas évidente pour vous. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, justement pour respecter sa dignité. Après, je vois Mme Guillemé, Romane, qui dit le droit au non-jugement n'est pas respecté. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais euh, on n'a pas de toute façon à juger ce qu'il a fait. Il est dans le service et il faut bien qu'on le prenne en charge. Ceci étant, la façon dont il est arrivé, l'annonce qui a été faite par le commissaire, effectivement, a quand même troublé les équipes et certaines personnes se sont posées des questions, effectivement, sur le bien fondé de sa prise en charge. Concernant la qualité de vie du patient, il est difficile d'imaginer le devenir. Il retournera en prison, oui. La qualité de vie, là, ça fait partie de ces choses qu'on ne peut pas discuter au sens où on ne peut pas lui garantir une qualité de vie acceptable. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire en sorte de le soigner convenablement pour que les séquelles soient minimisées. Euh, le secret professionnel est transgressé. Oui et non. Dans la mesure où, forcément, quand vous avez un fonctionnaire de police, on ne pose pas de questions gênantes et on se contente finalement. Dans l'observation, ça a été ce qu'on appelle une observation vétérinaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a examiné le patient du mieux qu'on pouvait, mais effectivement, il ne nous a pas donné de renseignements particuliers pour plusieurs raisons, parce que probablement il n'en avait pas envie, et puis parce que de toute façon, que ce soit le médecin ou les intervenants, ne posent pas de questions qui pourraient. De toute façon, il ne répondra pas, mais il ne pose pas de questions devant un fonctionnaire de police, on est bien d'accord. Euh,
Alors, il est difficile d'accepter les conditions de détention avec nos valeurs. Ça veut dire quoi? Je sais pas si vous pouvez préciser, mais on touche là le fond du Didier, problème. vous voulez prendre la parole? On touche là le fond du problème, hein. C'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que ce patient fait dans le service, quoi? Alors, les conditions de détention contraintes pour l'individu, bah, par la force des choses, hein. C'est bien ce qu'on veut faire, puisque la justice le prive de liberté, pour une raison qui est, comme on l'a vu en éthique, la différence entre le droit et la justice, et puis l'éthique. Euh, Quand vous dites qu'il est difficile d'accepter les conditions de détention avec nos valeurs, euh, enfin, il y a plusieurs façons d'entendre la chose. S'il s'agit de discuter des prisons, ce n'est pas l'objet. Maintenant, pour revenir encore à quelque chose d'important, c'est qu'est-ce que fait ce patient dans le service? Pourquoi il est là? En fait, c'est ça la question importante qui va- qui va poser des problèmes. Il est dans le service pour plusieurs raisons. Il y en a une qui fait que, il y a entre les services de rééducation et les centres aigus, euh, un réseau de soins, une filière de soins, qui est en plus quasi contractualisé parce qu'il faut que les services entre eux passent des conventions entre le centre aigu et la rééducation et dans les deux sens, passent des conventions. Ça, c'est les dernières réglementations, hein, d'il y a quelques années qui réglementent les prises en charge spécialisées. Donc, il y a une filière de soins. Donc, si le patient est là, c'est parce qu'à un moment donné, en réanimation, on a dit il est sortant et que le juge qui s'occupait de cette personne a dit attendez, là, il est sortant, mais où est-ce qu'il va? Comment ça marche? Eh ben, il y a une filière de soins. D'habitude, il va à l'hôpital Léon Bérard. Ok. Eh ben, il ira à l'hôpital Léon Bérard, mais comme il était dans des conditions de détention, eh bien, il y restera. Donc, il sera accompagné par des fonctionnaires de police. Et bien évidemment, euh, on n'a pas levé les conditions de détention et de privation de liberté. Donc, il ira là-bas dans les mêmes pratiquement conditions qu'en prison, mais comme on ne peut pas le mettre en cellule, eh bien, ce seront des fonctionnaires de police qui vont assurer la garde, dans les conditions que je vous ai décrites. Voilà pourquoi il est là. Parce qu'un juge l'a ordonné, et dans le cadre d'une filière de soins. Mais je dis bien un juge l'a ordonné. On n'a pas la possibilité, nous, juridiques, établissements, de s'opposer à cette prise en charge. Il faut qu'on fasse avec. Quelles que soient les difficultés, d'ailleurs dans les deux sens, pour l'équipe soignante, bien évidemment, pour le patient au premier plan, mais pour l'équipe soignante, et pour les fonctionnaires de police, hein, qui, nous, on était tarabustés, moi j'étais tarabusté presque tous les jours par le commissaire pour savoir quand est-ce que ces hommes allaient pouvoir à nouveau être euh, retournés au commissariat et exercer leur activité habituelle au lieu de venir garder cette personne, parce qu'il fallait des gardes, hein, euh, toute la journée, le week-end, etc. Donc c'était compliqué pour tout le monde, et pour le patient en particulier. Voilà la raison pour laquelle il était là. Donc effectivement, les conditions de détention, non, elles ne nous plaisaient pas, on était choqués. Moi, j'avais insisté pour que les fonctionnaires de police ne rentrent pas dans la salle de pansement, mais ça n'a jamais été possible parce que c'était leurs ordres et il était hors de question de faire autrement pour eux. Ça a été confirmé par le commissaire. Donc après, je voudrais quand même revenir sur une autre remarque, hein, c'est celle qui concerne la contention, qui est une prescription médicale. Euh, il est privé de sa liberté dans un service de soins qui n'est pas un lieu habituel de privation de liberté. Ce sont deux choses bien différentes, on est bien d'accord, la contention n'a rien à voir là. Quand on parle de contention prescription médicale, il s'agit de savoir s'il faut mettre des sangles aux patients, s'il faut les attacher pour leur sécurité. Là, on n'est pas dans une contention, on est effectivement dans une privation de liberté. Et pour le coup, comme je viens de le dire, on n'avait pas le choix parce que c'était une ordonnance du juge. Et là-dessus, on ne peut pas s'y opposer. Euh,
La remarque suivante, c'est de dire que la prise en charge du patient n'est pas globale parce que le corps est soigné, mais pas l'esprit. Oui, on ne peut pas faire de psychothérapie à partir du moment où, d'abord, il aurait fallu qu'il le veuille, une psychothérapie ou un soutien psychologique, mais surtout, on ne peut pas le faire quand il y a une tierce personne qui est là. Euh, alors, alors là, il y a des remarques après qui sont intéressantes, hein. Il y a celles qui concernent les valeurs, l'autonomie, bien sûr. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle est cette autonomie? Comment vous la jugez? Et puis, effectivement, il y a le mal-être pour tous les soignants, on en a parlé, au point d'ailleurs que certains ont demandé à exercer un droit de retrait. Il faudrait aussi que vous réfléchissiez sur cette possibilité de droit de retrait. Je vois que vous ajoutez un mal-être pour les soignants et vécu après, donc ça serait intéressant que vous puissiez peut-être nous donner votre témoignage si vous le souhaitez, hein. Moi, je vous dirais autrement ce qu'il en est. Et puis, comment allier soins et droits du patient dans un contexte de détention? Les droits du patient, à partir du moment où il est en détention, ils existent toujours, mais ils sont limités de toute façon par la présence policière et le fait qu'il est enchaîné. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la possibilité d'intervenir. Dans ce cas-là, nous, soignants, malheureusement. Alors, on parlait d'autonomie tout à l'heure. Alors forcément, si on revient sur les 4 principes qu'on a vus l'autre jour, euh, la, la première des choses, on parlait tout à l'heure de pas juger. Ben, non, on n'a pas à le juger, il est là, il est de toute façon condamné, donc il est incarcéré, donc la société a jugé, l'a puni, donc c'est pas à nous de rajouter normalement une couche à cette condamnation morale en tout cas, une couche morale à cette condamnation. Et il n'est pas question d'exclure des soins. Maintenant, on a un certain nombre de choses, hein, le serment d'Hippocrate, le code de déontologie, un certain nombre d'éléments, de codes qui nous demandent quand même de soigner ces personnes-là, et si possible de ne pas le traiter différemment. Ça, c'est un vœu pieux dans la mesure où il est incarcéré. Par contre, l'équipe, elle, elle a du mal. On parlait du vécu. Bien sûr qu'elle a du mal. Elle a du mal parce qu'elle a été malheureusement antérieurement à son arrivée, négativement psychologiquement préparée par la sortie du commissaire. Et puis, ce qu'elle déclenche des émotions, ces fameux biais émotionnels qui viennent parasiter totalement la raison et toute possibilité de révision du jugement, de révision éthique. La, la question de l'autonomie, il n'est pas autonome, hein, puisqu'on ne lui demande pas vraiment de consentir à un traitement. On va faire ce qu'il faut faire, mais finalement, il n'a pas une liberté totale de refuser ou d'accepter le traitement, malheureusement. Dès lors, on a aussi un problème sur le principe de justice tel que l'entendait Pierre Lecol, c'est-à-dire ce principe de justice qui est consubstantiel aux 3 autres principes dès lors qu'ils sont appliqués comme il faut. On ne peut pas les appliquer, donc il est probable que le principe de justice, lui aussi, est quand même mis à mal. Au fond, dans le projet du service, on va se limiter à l'essentiel. Et puisque le principe d'autonomie est quand même bafoué, il ne peut pas être appliqué complètement, on ne peut pas demander son consentement libre et éclairé, etc., etc. Le principe de justice, de ce fait-là, lui aussi, est altéré. La bienfaisance, c'est de faire des choses qui auraient du sens pour lui, oui, peut-être, mais c'est surtout qu'on va essayer d'être non malfaisant, c'est-à-dire de faire en sorte que les traitements soient le mieux adaptés à son état pour ne pas lui nuire.
Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une des modalités thérapeutiques qu'on ne pouvait pas appliquer justement pour respecter sa dignité. Je ne sais pas si par rapport très rapidement à ce que je vous ai dit sur le traitement de la brûlure, dans la phase de brûlure maladie, vous voyez ce que ça peut être, hein, puisqu'il est dans son service de rééducation. Non, personne. On a vu la difficulté de l'équipe au niveau infirmier, au niveau des aides-soignants, donc avec un droit de retrait qui a été évoqué, qui a été rendu possible parce que on a fait une réunion avec l'équipe et que les autres membres de l'équipe étaient d'accord pour pallier à cette difficulté supplémentaire, hein, des personnes qui ne voulaient pas être en contact parce qu'elles avaient trop peur. Euh, il manque quelque chose dans le champ thérapeutique. On a les infirmiers, on a les aides-soignants. Il manque la rééducation. Et la rééducation, habituellement, la prise en charge psychologique aussi, mais on a dit qu'effectivement, on ne pouvait pas l'effectuer puisqu'il y avait une tierce personne en permanence. C'est la rééducation, parce que la rééducation, elle suppose de se rendre sur des plateaux techniques où il y a du matériel dédié qui permet d'améliorer petit à petit la fonctionnalité et l'évolution fonctionnelle, l'amélioration fonctionnelle. Eh bien, pour les mêmes raisons de, qui concernaient sa dignité, on n'a pas voulu. Voilà, hein, quelqu'un le dit à l'instant, rééducation suppose mobilité, mais il était hors de question pour nous de le faire accompagner 2 fois par jour, à l'aller et au retour, par des fonctionnaires de police qui l'auraient menotté ou je ne sais quoi, un peu comme les Daltons avec leur boulet, mais c'est pas du tout d'humour, c'est au contraire dramatique. Il était hors de question pour nous qu'il puisse se balader dans les services dans ces conditions-là. Donc effectivement, il a eu là aussi une rééducation à minima. La chance en quelque sorte qu'il a eue, c'est que la brûlure, la topographie de sa brûlure était au niveau du moignon de l'épaule, mais elle était superficielle, elle intéressait surtout la partie dorsale. Et heureusement, comme il n'y avait pas d'atteinte fonctionnelle, au fond, la rééducation était simple et pouvait être menée en chambre, même en présence d'un fonctionnaire de police. Euh, C'est vraiment un cas exceptionnel qui est arrivé qu'une seule fois d'avoir des fonctionnaires de police qui gardaient littéralement enchaîné un patient. Ça a été quelque chose de très éprouvant pour lui sûrement et pour l'équipe, hein, comme je vous l'ai dit. Et il a fallu beaucoup de temps pour que le patient puisse regagner un hôpital pénitentiaire où la prise en charge était d'une certaine façon plus adéquate parce qu'il était certes dans des conditions d'incarcération, mais du coup, il n'était plus enchaîné. Il y avait une certaine liberté de mouvement puisque c'était dans une prison. Et, et c'était quand même probablement pour lui, du point de vue de la prise en charge médicale, quand même un peu mieux. Voilà pour le premier cas. Est-ce que vous avez des questions encore ou des remarques? Alors je rajoute que, peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment, mais il y a eu de très nombreuses réunions avec l'équipe, hein, plusieurs fois par semaine, pour discuter effectivement des problématiques qu'on a soulevées, hein, sur la présence des officiers de police, sur les contraintes, sur la dignité, sur la peur qu'il inspirait, etc., etc. Euh, on n'a pas pris en charge ce patient comme si de rien n'était, bien évidemment. Euh, et la problématique éthique est revenue régulièrement sur le tapis parce qu'on en a discuté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle était la meilleure façon de faire dans ce cas précis? Non, pas d'autres questions? On peut passer au cas suivant. Ok. Alors,
Deuxième cas. Juste avant de passer au petit cas suivant, je voulais souligner là pour les étudiants, vous avez vu que nous, on a travaillé une certaine méthodologie qui est concernée, qui est compétente dans cette situation, etc. Après les appuis sur la réglementation, etc. Essayez de reprendre ça quand vous réfléchissez sur un cas clinique. Ça peut vous être utile et ça pourra vous préparer aussi aux différents TD suivants et à la validation. Merci Lydie, juste remarque. Alors, le deuxième cas est le cas d'un patient adulte jeune, schizophrène, mais suffisamment équilibré pour vivre dans un appartement thérapeutique avec une prise en charge régulière de l'équipe mobile de psychiatrie qui le voyait un peu comment il se débrouillait, etc. Et puis il se trouve qu'un jour, il a été victime d'un incendie de son appartement, donc un accident domestique. Évidemment, dans ces cas-là, on ne sait jamais trop ce qui s'est passé. Il est probable qu'il a pris ses médicaments. A-t-il consommé de l'alcool? Je ne sais pas. En tout cas, il a pris ses médicaments et peu après les avoir pris, ou au moment où il les prenait, il fumait et il s'est endormi, puisque son traitement était relativement important, avec sa cigarette, qui a fini par tomber dans le lit où il était et qui petit à petit a consumé les draps, enfin les tissus, et a fini par mettre le feu au lit et à l'appartement. Donc il ne s'en est pas rendu compte de suite à cause du traitement. Et les conséquences, ça a été des brûlures qui sont quand même étendues et profondes, puisqu'il y a des brûlures qui étaient aux alentours de 40%, avec des brûlures profondes sur 25% de surface corporelle. Et en particulier, c'était la face qui était atteinte gravement, euh, au point d'avoir abîmé l'œil gauche, qui a dû être protégé par un grand lambeau de couverture avec un petit pertuis juste en face pour éliminer, si possible, les sécrétions ou autres. Et donc cet aspect de grand lambeau, il faut imaginer un visage qui serait barré par un lambeau où on ne voit plus les structures, on ne voit plus l'œil. C'était un peu comme un cyclope. Donc c'était un aspect particulièrement impressionnant. Euh, Chez un patient, je le répète, qui était schizophrène. Alors, les schizophrènes, vous savez ils vivent dans leur monde. Et il y a des problèmes d'enveloppe corporelle aussi. Et dans son cas, il y avait trois éléments qui étaient particulièrement perturbants pour l'équipe. Et c'est que d'une part, il refusait d'être mouillé, donc d'avoir des soins de douche, etc. C'était des négociations très très longues chaque fois, parce qu'il avait peur de fondre comme du sucre. Il refusait toute prise de sang, enfin toute ponction, quelle qu'elle soit, toute aiguille qui rentre dans son corps, parce qu'il avait peur de se dégonfler comme un ballon de baudruche. Quand je dis qu'il avait peur, il le décrivait, hein, c'était pas d'humour du tout. Et enfin, il refusait tous les pansements parce qu'il supportait pas le contact de ce pansement. Euh, Sans qu'on ait bien compris pourquoi, mais par exemple, chaque fois qu'on le faisait, à peine était-il posé, si jamais l'infirmière tournait la tête pour aller chercher quelque chose, paf, il retirait tout, quoi. Donc il se retrouvait, finalement, on a décidé en équipe d'arrêter de faire des pansements. Pansements, c'est qu'il y avait quand même des avantages. C'est que au niveau frontal, il avait l'exposition de la table osseuse, donc il y avait une partie de la plaie qui montrait l'os qui était dessous, mais de toute façon, il n'y avait rien à faire, puisque eux, ils supportaient rien. On se retrouvait donc face à quelqu'un qui était quand même avec une image corporelle, faciale, pour le moins difforme, monstrueuse presque, avec une exposition de l'os au niveau du front et puis un grand lambeau qui masquait une partie du visage. Alors, cet aspect monstrueux, il était quand même difficile à accepter, hein, puisqu'il y avait quand même la possibilité de faire de la chirurgie, puisqu'elle avait déjà été faite, le premier temps a été fait, il avait une couverture.
il fallait obtenir le deuxième temps, c'était la chirurgie réparatrice. Ça a été extrêmement long d'obtenir cette chirurgie réparatrice chez ce patient qui en plus avait une conscience de son image avant, hein, puisqu'il nous a sorti une photo, il nous l'a montré. Et puis il a été très ému la première fois où il a vu son nouveau visage dans un miroir. Donc il avait droit à cette réparation, il l'a souhaité et on a tout fait pour qu'il l'obtienne, mais ça a été extrêmement, extrêmement long, puisque il va falloir près de 3 mois après son arrivée pour obtenir une chirurgie. Voilà, je voudrais que vous réfléchissiez sur ce cas-là qui pose aussi des problèmes éthiques, hein, et justement réfléchir de manière comme si on était dans une délibération éthique sur ce cas-là. Que faut-il faire et que fallait-il faire? Que faudrait-il faire? Alors n'oubliez pas pour poser le questionnement éthique, de réfléchir à qui est concerné, quels sont les bénéfices, les préjudices pour chaque acteur de la situation. Je vous rappelle un peu ce qu'on a utilisé comme méthodologie. Oui, ça c'est important. Alors, comment recueillir un consentement éclairé sur une personne schizophrène, refus de soins légitime? Effectivement, c'est une excellente question. On lui a donné l'information sur la nécessité du pansement et son intérêt. Effectivement, se pose la question de savoir comment il la reçoit, parce qu'il est dans son monde, hein, comme je vous l'ai dit, il ne fallait pas de piqûres, il ne fallait pas d'eau. Ça ne paraissait pas les gêner plus que ça. Et je vous ai dit qu'il s'était vu dans le miroir, ça ne les gênait pas plus, bizarrement, même s'il regrettait l'image qu'il avait avant. Euh, c'est un véritable défi, hein, presque, de donner une information, effectivement, de recueillir un consentement éclairé. Alors, pourtant, il faut essayer de le faire, parce qu'après tout, je disais que son autonomie, il faut la respecter à partir du moment où il veut être opéré. Effectivement, il veut être opéré, mais est-ce qu'il est capable d'entendre vraiment l'information loyale concernant cette information et les nécessités et les contraintes qui vont survenir après l'intervention, qui vont survenir, qui seront les mêmes qu'auparavant d'ailleurs. Parce qu'il faudra le pansement, il faudra probablement un appareillage. Effectivement, c'est très compliqué. Mais ça n'empêche pas qu'il peut, s'il le souhaite, être opéré quand même. Alors, oui, il y a une question sur la tutelle ou la curatelle. Il était probablement sous tutelle, si je me souviens bien. Mais si la question après, c'est de dire il faut demander au tuteur, oui, on le fait systématiquement pour le faire. Mais malheureusement, le tuteur ne s'engage jamais. C'est-à-dire qu'il nous laisse décider. Hélas. Ce qui ne nous aide pas toujours, parce qu'effectivement, c'est important aussi. On pourrait penser qu'après tout, le tuteur ou le curateur a une certaine relation de confiance avec la personne, qu'il la connaît et qu'effectivement, puisqu'il s'occupe de ses intérêts, il pourrait discuter avec lui pour lui expliquer les tenants et les aboutissants dans un sens ou dans un autre, hein, l'inciter ou le faire changer d'avis. Enfin, pas dans ce cas-là, mais de manière générale. Et non, non, la plupart du temps, non. Même pas la plupart du temps, toujours. Le tuteur ou le curateur, en fait, nous dit bah, faites ce qui vous pensez être le mieux. Alors, le bénéfice risque, bien sûr, hein, c'est évident. Mais quelqu'un qui est si défiguré, le bénéfice, il est évident. Il faut quand même qu'il arrive à retrouver, par la chirurgie réparatrice, une image humaine, et non pas l'image de quelqu'un qui est particulièrement défiguré, qui a perdu qui a perdu l'image humaine, hein, littéralement. Je ne vous montre pas la photo là, mais c'est très impressionnant. Alors,
Donc l'autonomie, on a vu que c'est compliqué. C'est pas qu'on ne veut pas l'appliquer, mais c'est compliqué parce qu'il y a cette pathologie psychiatrique schizophrène qui rend les choses un peu difficiles. Mais néanmoins, il faut quand même lui expliquer la chirurgie, les tenants, les aboutissants, comme on l'a dit. Et après tout, c'est lui qui la demande et il a raison. Et c'est nous qui insistons pour qu'il l'ait, parce qu'il faut que son image redevienne quand même plus normale. La bienfaisance, hein, c'est de faire des choses qui ont du sens pour lui. Eh bien, la chirurgie, dans ce sens-là, est bienfaisante. La non-malfaisance, alors, là, c'est un peu plus délicat. On pourrait presque dire que les pansements, bah, si on les faisait, ça n'a pas de sens pour lui. On a l'impression que c'est quelque chose qui est négatif. Donc, si on insistait vraiment pour les faire, on pourrait presque dire on est malfaisant. Pas vraiment, parce qu'on veut quand même l'aider à guérir. Mais pour lui, ça n'a pas de sens, ce pansement. De la même façon que les soins d'hygiène, la douche, etc., n'avaient pas de sens. C'était des discussions longues. Et le principe de justice, à partir du moment où on essaie d'appliquer les autres principes, bah, oui, on va le traiter comme quelqu'un d'autre. On va quand même poser la chirurgie. La difficulté étant effectivement, le pansement n'a pas de sens thérapeutique. Ne pas poursuivre les pansements pour ne pas lui nuire, c'est pas tellement lui nuire, c'est que pour lui, le pansement n'a pas de sens thérapeutique. Peut-être mal expliqué, mais pour lui, les pansements n'ont pas de sens thérapeutique et n'ont pas d'intérêt. Donc effectivement, à partir de la non-malfaisance, c'est de faire des choses qui ont du sens, qui ne nuisent pas au patient. Bon, au sens général, c'est pas que ça lui nuit de faire des pansements, mais que pour lui, ça n'a pas de sens et que de toute façon, il les retire immédiatement. C'est un peu ça, en fait. Et puis surtout, c'était, encore une fois, on aurait pu insister, si au moins il les gardait, mais là, il ne les gardait pas du tout. Hein. Littéralement, il n'était pas sorti de la salle de pansement, qu'il n'était plus en place. Donc, il y a un moment où, malheureusement, on avait des soins qui étaient autres, sans pansement, en appliquant autant que possible quelques pommades, en espérant qu'il les garde assez longtemps. La prise en charge en fait de ce genre de patient, euh, elle se fait quand même presque comme pour tous les autres patients. C'est pas parce qu'il est schizophrène et qu'il est défiguré que pour autant il n'a pas de soins, bien évidemment. Par contre, on est bien d'accord, si on revient sur le consentement éclairé, on ne l'aura pas vraiment chez lui, hein, on est bien d'accord. Euh, Après, son comportement qui était délirant, il a entraîné beaucoup de réunions dans le service aussi, hein, mais il faut partir du principe que même s'il était schizophrène avec une pathologie particulière, telle qu'on l'a décrite, il vivait seul auparavant. Donc il avait une autonomie dans la vie quotidienne, certes avec une surveillance des services de proximité, mais il était autonome. Donc ça veut dire qu'il avait une certaine capacité à se gérer. Il n'y avait pas de raison non plus de ne pas répondre à sa demande pour la chirurgie dans ce sens-là, malgré le parcours délirant. Autant les séances de pansement, autant de pansements il n'acceptait pas, autant les séances de rééducation, il les honorait pas, c'est-à-dire que quand il descendait, même si on l'accompagnait, ou plus exactement il fallait l'accompagner pour qu'il descende, mais dès qu'on le laissait dans la salle, le kiné ou l'ergothérapeute n'avait pas le temps de venir le chercher, qu'il était déjà reparti. Donc là aussi, il y a un moment donné où on ne pouvait pas non plus physiquement le contraindre à avoir des soins. C'est pas le but. C'est la raison pour laquelle on peut poser la question de l'autonomie du patient de manière générale, comme je le faisais dans l'introduction tout à l'heure. Hein, l'autonomie du patient jusqu'où? Mais s'il faut aller jusqu'à la contrainte pour l'obliger à avoir des soins, c'est pas non plus. Il faut vraiment que le bénéfice-risque en vaille la peine. Si on est dans effectivement une prise en charge qui est vitale, la question ne se pose pas de la même façon. Après, si on est sur du fonctionnel, c'est pas choquant du tout, hein, mais dans la rééducation de la brûlure, on est plutôt sur du fonctionnel. Ce qu'on veut, c'est
C'est fait en sorte qu'il recouvre une certaine fonctionnalité, parce que je ne l'ai pas dit, mais au niveau de la main droite, il avait aussi un genre de moufle qui était un lambeau de couverture, parce qu'il avait perdu une partie de sa main droite. Donc c'est sûr que ce qu'il fallait, c'est le rééduquer aussi pour que cette main droite en moufle, genre de moufle, il s'en serve. Il faut imaginer donc qu'il n'y avait plus vraiment de doigts, il y avait une pince entre les moufles qui recouvraient les quatre autres doigts, hein, qui les avaient sauvés, et puis le pouce, donc il s'en servait, il prenait sa fourchette, il buvait avec cette main de cette façon-là, donc il avait une autonomie naturelle. Euh, voilà, donc tout ça, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Euh, Ça a donné lieu quand même à pas mal de réunions aussi, et de réflexions, hein, sur le sens de ce qu'on faisait pour lui. Et puis, c'est ce qui est dit là, hein, il faut un esprit d'équité, bon, autant que possible qui respecte ce principe de justice, mais à un moment donné, il faudra peut-être quand même décider les meilleurs traitements à lui appliquer, en étant le plus simple, le moins contraignant. Le plus simple, le moins contraignant, et le moins nuisible d'une certaine façon, c'est là aussi être le moins malfaisant possible. C'est ça qui domine finalement. Chez quelqu'un qui n'est pas totalement autonome dans la possibilité de donner son consentement. Je ne sais pas si vous voulez en parler, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si c'est clair. Alors, on a vu deux cas déjà, deux cas cliniques très particuliers. Le premier, je vous ai dit que c'était tout à fait exceptionnel. Je ne l'ai vu qu'une fois depuis que je travaille à l'hôpital Lambera. Le deuxième cas, le cas de G, il est plus fréquent quand même si les gens ne sont pas aussi défigurés, mais ces schizophrènes qui posent ces problèmes de prise en charge sont assez fréquents. Mais on est dans la casuistique. Même s'ils sont fréquents, chaque cas est unique, et ce qui s'applique là ne s'appliquera pas nécessairement à notre patient schizophrène, hein. Donc on avance, et si vous n'avez pas de remarques, si ça vous paraît clair, si ça vous donne une idée des questions. Ok. Alors je vous propose de réfléchir au cas de ce jeune homme, sportif, apnéiste, qui vit en Corse, hein, qui aime la nature, et qui un jour a un accident de moto, et malheureusement il se retrouve coincé sur la moto, et il y a une fuite au niveau du réservoir d'essence, et il a conscience de ce qui va se passer. Malheureusement, effectivement, tout va s'enflammer. Et il va être brûlé au troisième degré au niveau de toutes les extrémités des quatre membres. C'est terrible parce que ça va nécessiter très rapidement, alors qu'il est transporté bien évidemment sur Marseille, hein, au centre des brûlés, très rapidement au centre, les réanimateurs et les chirurgiens vont se réunir et décider de choses, d'une chirurgie radicale, puisqu'il va être amputé au niveau des deux jambes et au niveau des deux avant-bras, juste au-dessus des poignets. Tout ça parce que il y avait des lésions de carbonisation au niveau des quatre extrémités. En plus, il y avait une atteinte au niveau de la fesse qui a nécessité une colostomie de décharge, hein, pour éviter de compliquer les lésions, de permettre qu'elles cicatrisent, qu'elles guérissent. On a donc un homme jeune, de 32 ans, qui a des séquelles extrêmement terribles, destructrices, chez quelqu'un, je le rappelle, qui était un sportif, qui aimait la nature. Et du jour au lendemain, il se retrouve totalement dépendant des autres, avec une difficulté finalement d'intimité. Il a beaucoup de mal à accepter les soins d'hygiène, même si c'est un professionnel de santé qui les donne, hein.
Donc, on va être confronté à un comportement difficile. Il est très en colère devant cette situation, bien évidemment. Il va la retourner contre l'équipe, et en particulier contre ceux de l'équipe, contre les membres de l'équipe qui, comment dire, pour lesquels il n'a pas qu'il n'a pas confiance, mais avec lesquels ça ne passe pas. Donc, il va avoir ses préférés, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les ergots, mais ça va être aussi la même chose pour les médecins, sauf que pour les médecins, c'est plus compliqué parce qu'il n'y en a pas 50. Donc, ça crée des situations effectivement tendues, nécessairement. Alors, le dialogue, eh bien, petit à petit, il va devenir impossible. Il va devenir impossible, ne comprenant pas pourquoi il ne peut pas avoir tel et tel kiné, tel et tel ergo, telle et telle infirmière, tel et tel aide-soignant, etc., etc. Ça, il en fait le reproche au médecin. Et il n'entend pas du tout le fait qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il y a une organisation de semaine en semaine, il y a des week-ends, des jours fériés, etc., etc. Et que donc l'organisation, bah, elle ne peut pas se faire vis-à-vis d'un patient, mais elle se fait vis-à-vis de général d'un service et des présences et absences des uns et des autres. Euh, il a beaucoup de mal à le comprendre. Pour lui, enfin, la rééducation des autres, il le dit d'ailleurs, il s'en fiche un peu. Ce qu'il veut, c'est qu'on le rééduque lui de façon quasi exclusive et à la limite qu'il ait deux kinés, deux ergots, deux, trois fois par jour, ça ne le dérange pas du tout. Il n'entend pas du tout le fait qu'il n'y a pas que lui et qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de cette rééducation. Et ça finira d'ailleurs de manière tout à fait hallucinante par le père du patient qui viendra me voir et proposer de l'argent, carrément, pour qu'on fasse ce que demande son fils. Donc on est allé jusqu'au bout de l'incompréhension finalement. On ne s'est pas compris dans l'équipe. Enfin, on ne s'est pas compris entre nous. À tel point qu'un jour, eh bien, il perdra totalement confiance envers le médecin aussi, et puis il va gérer lui-même ses demandes. Il va téléphoner directement au grand professeur de Marseille, qui lui a des réponses, et il va gérer ça par téléphone. Et puis finalement, remettant en question bien évidemment ce qu'on lui dit sur place, les médecins, euh, ce qui pose quand même alors à ce moment-là beaucoup de problèmes, puisque manifestement il ne fait plus du tout confiance aux médecins, il n'écoute plus du tout ce qu'on dit, et il va aller jusqu'au bout, puisque un jour eh ben, il va sortir du service sans quasiment prévenir, parce qu'il aura trouvé un endroit où on pourra l'appareiller tel qu'il le souhaite. Alors que nous, c'est pas qu'on voulait pas l'appareiller, mais c'est qu'on lui expliquait que peut-être il y avait des choses à faire avant de l'appareiller, en particulier au niveau de la chirurgie. On en avait discuté avec nos collègues marseillais, qui voilà, il y avait un genre de plan de prise en charge, mais qui était un peu long. C'est vrai que lui, il n'acceptait pas cette dépendance et cette longueur. Donc il a géré lui-même sa prise en charge. Et un jour, ben, il est parti. Il est parti. Il a dit voilà, je sors. On est aujourd'hui lundi, ben, je ne sais plus exactement, mais il nous a dit ben, mercredi, je m'en vais. Point barre. C'était comme ça, et c'était sans appel. Donc, euh, que faire dans un cas pareil? Que faire? Non seulement il est parti au jour qu'il avait décidé, mais quand il est parti, c'était pas en catimini, mais il est venu voir, il n'a vu quiconque pour dire je m'en vais. Non, non, il est parti. Il est parti, il n'a pas dit au revoir. C'est une situation un peu pénible quand même. Euh, je vois qu'il y a une remarque sur le processus de résilience qui est compliqué lié à l'impact total sur ses habitudes de vie. Le problème de la résilience, non, il est probable que la résilience, comment dire, elle a été, il l'a réalisé la résilience après, sans doute.
La résilience, c'est le fait de surmonter un traumatisme, aussi important soit-il, euh, de manière positive. On n'a pas vraiment de nouvelles, mais on a su il y a quelques années qu'au fond, il était retourné en Corse et que vaille, il avait recommencé à faire ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire retourner dans l'eau avec une monopale, mais faire un peu d'apnée. Donc, il est arrivé. Donc, le processus de résilience, il y est. Hein, alors, la question est bonne hein, sur l'autonomie. C'était justement, on y revient, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, le problème de l'autonomie chez les patients. Jusqu'où peut-on accepter les choses? Alors, l'autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le patient décide de sa prise en charge par rapport à un plan thérapeutique qu'on peut lui proposer. Il faut qu'il consente à ce plan de prise en charge, il faut qu'on lui donne une information loyale pour qu'il consente. Or, il a le droit aussi, et ça c'est finalement son autonomie, c'est de réaliser lui-même les soins qu'il entend obtenir sans tenir compte de ce que peut lui dire une équipe. C'est ce qui s'est passé. Euh, Ça va contre une prise en charge médicale de l'équipe d'une certaine façon, puisqu'il était en perte de confiance avec cette équipe-là. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il ne sera pas en confiance avec une autre équipe qui lui proposera des choses qui vont plus dans le sens qu'il souhaite. De ce point de vue-là, cette autonomie qu'il revendique, elle est difficile, mais elle est justifiée. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé d'incertitudes cliniques, etc. Le médecin ne sait pas tout. Et une des choses les plus difficiles pour un médecin, pour un soignant, c'est d'avoir la capacité à un moment donné de dire moi je ne peux pas faire ça, mais effectivement il y a d'autres endroits où on peut le faire, donc je vous adresse à cet endroit-là. Ou reconnaître, même si on ne l'a pas adressé, qu'après tout, il peut y aller au fait de son propre chef et il a peut-être pas tort parce qu'on va lui donner des moyens thérapeutiques que nous n'avons pas sur place et qui correspondent plus à ce qu'il souhaite. Ce qui ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il est plus en phase avec le projet médical qu'on lui propose. Bah, ouais, il n'était jamais en confiance avec l'équipe et l'acceptation, mais n'oubliez pas une chose, hein, c'est que il était en colère depuis le début et que voilà, hein, il est jeune, il est très brutalement, lourdement handicapé, il est inquiet, c'est un sportif, un apnéiste accompli, et puis tout d'un coup, il ne pourra plus s'adonner à ses sports. Et puis il est très inquiet de son avenir conjugal, hein, de ses relations sexuelles, etc., etc. Il se pose beaucoup de questions, sa compagne aussi d'ailleurs. C'est pas simple pour un jeune homme. Donc, bien sûr qu'effectivement, on nous a pas, enfin, en tout cas, au bout d'un moment, il faisait plus confiance à l'équipe parce qu'on n'est pas allé dans son sens, ça, clairement. Mais il était très en colère et au fond, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit beaucoup ça chez les traumatisés, mais souvent beaucoup plus chez les jeunes paraplégiques qui viennent d'avoir un accident et qui expriment toute leur colère, mais parfois violente, envers l'équipe, le médecin, etc. Alors qu'on n'y est pour rien, alors que les soins sont de bonne qualité, c'est pas ça dont il est question, mais il y a cette colère permanente qui est exprimée parce que quand on est jeune et qu'on se retrouve lourdement handicapé, surtout totalement dépendant, c'est inacceptable. Pour l'équipe, ça a été très difficile, pour l'ensemble de l'équipe. Les choix qu'il avait faits les uns les autres, le dire aussi franchement, aussi brutalement. J'ai eu pourtant beaucoup de temps passé avec lui, mais comme je le dis là, on n'est probablement pas arrivé à avoir le bon discours, les bons mots. Euh, bon, ça arrive, hein, encore une fois. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir peut-être à un moment donné passer la main quand on voit qu'on est dans une impasse,
Est-ce que c'est pas la peine d'aller au conflit? Euh, Notre but était quand même, enfin, on était engagé, comme je l'ai dit, sur une prise en charge à Marseille pour essayer d'améliorer et d'aller dans le sens de ce qu'ils souhaitaient. Sur la question des conflits au sein de l'équipe, non, non, il n'y en a pas eu parce qu'on s'est réunis largement, on en a parlé, on a fait en sorte que chacun puisse s'exprimer et surtout pour répéter qu'on était une équipe et qu'on marchait tous ensemble et que voilà, il ne fallait pas se laisser perturber par un choix pareil et que c'était un choix d'équipe. Donc on avait pris la décision effectivement que cette personne, c'était pas contre lui, mais qu'on maintienne les plannings tels qu'ils étaient, et tant pis s'il y avait des personnes qu'il aimait moins, et avec qui c'était peut-être un peu plus difficile, mais c'était un choix d'équipe. Voilà, hein, donc les limites indispensables à fixer pour que les droits et les devoirs de chacun soient observés, qu'on ait un point d'équilibre. Oui, bien sûr, une information loyale, c'est pareil. Il faut faire bien attention à ce qu'on va dire. Bon, euh, pour nous, ça a quand même été un échec pour l'équipe, hein, euh, parce que on n'est pas arrivé à trouver cette relation de confiance qui permettait d'avancer ensemble. Voilà, alors c'est quand même un échec. Après, encore une fois, il faut pas mal d'humilité, comme je l'ai dit, et puis après tout, accepter de toute façon qu'il soit pris en charge ailleurs parce que ça va être mieux, c'est pas non plus un déshonneur, hein, au contraire. Je crois que le but, c'est de traiter les patients, quels qu'ils soient, de la meilleure façon possible, et une de ces façons, c'est aussi de savoir les adresser dans un centre qui est plus à même euh, d'aller dans le sens d'un projet thérapeutique que le patient souhaite. C'est pas la première. Enfin, ça s'est repassé après pour un patient aussi qui était amputé des deux bras, enfin qui était désarticulé au niveau du membre supérieur droit, qui était son membre dominant puisqu'il était amputé au niveau de l'épaule, et qui était amputé après au-dessus du coude gauche, alors que donc il était droitier. Il faut imaginer, il avait à peu près le même âge, l'effet que ça peut avoir. Donc ce patient-là, il a été pris en charge dans le service. Ça a été un peu compliqué aussi parce qu'il y avait de la colère, etc. Et puis il trouvait que c'était très long, notre prise en charge, le calendrier qu'on lui donnait, ce qu'on peut comprendre. Mais il était prévu qu'il soit transféré dans un centre plus à même de proposer des prothèses bien plus élaborées que celles que nous pouvons faire à l'hôpital Lambert, et c'est ce qui a été fait. Et effectivement, finalement, en tout cas, dans le cas de ce patient, je ne vous parle pas de celui dont on discutait là, je ne vous parle pas de C. Dans le cas de ce deuxième patient, amputé au niveau de l'épaule et sous le coude à gauche, euh, finalement, il a pu être appareillé lui aussi. Et puis ça va. Il a une vie qui est peut-être pas si simple, mais enfin, il arrive à se débrouiller. Bien sûr, hein, c'est la fameuse question hein, que vous avez posée sur l'autonomie. À la question de suivi par un psychologue, il a dû être suivi par un psychologue, mais à un moment donné, il faut que le patient veuille continuer. Quand il ne veut interrompre la prise en charge, il est tout à fait libre de le faire. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Évidemment, c'est important hein, qu'il soit suivi par un psychologue, mais euh, c'était une famille, il était très entouré par la famille, donc je pense que ses ressources, il les trouvait là, même bon, si le recours à un professionnel aurait été bienvenu. D'autres remarques. Alors, je vous propose un nouveau cas clinique et vous allez retrouver quelques éléments qu'on a déjà vus, hein, puisque ce patient était, avant sa brûlure, totalement désocialisé. Il n'avait même pas répondu aux convocations des services sociaux. Enfin, convocation, c'est beaucoup dire. Vous savez que même quand on vit dans la rue, il y a toujours une prise en charge. Et donc, on lui avait dit, il faut passer tel jour
à tel bureau pour avoir droit à des aides, etc., RSA ou je ne sais quoi. Il n'a jamais répondu à ces injonctions-là, donc il était profondément précarisé. Et puis, au cours d'une dispute, un autre, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, une autre personne en tout cas, l'a immolé par le feu en l'aspergeant d'alcool et puis voilà, a craqué une allumette. Donc il a été profondément brûlé, hein, sur 45% de surface corporelle, en profond, avec essentiellement une atteinte du segment supérieur du corps et en particulier de la tête et du cou, malheureusement aussi, et des membres supérieurs et des mains. Quand il est arrivé dans le service, on était face à un patient qui était en totale régression, hein, vis-à-vis de l'hygiène, qui n'appelait jamais pour qu'on vienne le changer, le nettoyer, et ça a été une source d'inquiétude et de questionnement pour l'équipe, hein, qui se demandait un peu qu'est-ce que c'était ce comportement, qui était effectivement très étonnant. Alors, concernant là, les informations loyales, le consentement éclairé, c'était très compliqué parce qu'il ne s'exprimait quasiment pas lui non plus. Donc les décisions médicales, on les prenait malgré lui, pour le mieux de son état, pour le faire avancer. C'est pas toujours facile. Alors, le temps a passé et lui, eh ben, au fur et à mesure, en fait, il s'est socialisé. C'est une des grandes réussites de son hospitalisation. Socialisé au sens où il a compris qu'il y avait des règles, hein, même si c'était très compliqué avec l'équipe, hein, parce qu'il avait un langage qui était grossier, il était colérique, enfin, c'était vraiment compliqué. Mais enfin, il avait compris que si on voulait manger, il fallait être là à telle heure, etc., etc. Il y avait des petites choses comme ça auxquelles il s'était fait. Euh, la question qui s'est posée, ça a été la chirurgie chez lui, puisqu'il était défiguré et il voulait absolument être opéré. Mais on s'est demandé à un moment donné si c'était pas une façon d'échapper aux contraintes nécessaires au port du masque, de la minerve, etc., en se disant bah, si je suis opéré, je ne vais pas les mettre de suite. Alors que chaque fois qu'il voulait être opéré, on lui disait mais il va falloir recommencer à zéro. Il disait toujours oui, mais en fait, il y a eu 2 interventions au moins qui ont été un échec, parce qu'après il ne voulait pas mettre ses compressifs, parce qu'il n'observait pas ce qu'il fallait par rapport au pansement qui était proche de la bouche. Enfin bon, ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple. Mais on l'a quand même fait opérer. Pour le faire opérer, il a fallu faire valoir son autonomie et son droit à un traitement, même si ça choquait une partie de l'équipe. Donc, vous voyez, c'est pas toujours facile, hein. On peut comprendre aussi pourquoi l'équipe était réticente, hein, c'est parce que, encore une fois, le comportement était très, très, très difficile. Il était quasi asocial. Mais pourtant, le fait de l'opérer a quand même un petit peu amélioré son état. Et bon, ça redonne jamais. On a dit qu'il n'y avait pas de restitution d'intégrum, hein, on ne retrouve jamais le visage d'avant, mais ça l'améliore quand même. Il est resté très longtemps dans le service, non pas parce qu'il a eu besoin de soins très très longtemps, mais tout simplement parce qu'il était jeune, il avait 50 ans, et qu'à 50 ans, bah, pour trouver un projet de sortie, un domicile, c'est très compliqué quand on n'en a pas avant. Les EHPAD, bah, il y a un âge limite, hein, il était bien trop jeune, il fallait une dérogation d'âge, et puis les autres établissements ont trouvé qu'il était trop dépendant, pas assez autonome, pour être accueilli dans un établissement où il fallait quand même avoir un minimum d'autonomie. Donc ça a pris beaucoup de temps et il a donc été opéré, il a accepté certaines contraintes de la pressothérapie et puis il est resté très longtemps dans le service avec son comportement difficile. Et puis on a trouvé une solution de sortie, mais la solution qu'on nous proposait, qu'on a acceptée, c'était une solution en EHPAD, mais en EHPAD fermé, pour des patients qui présentaient des troubles cognitifs graves type Alzheimer. Donc ça nous gênait un peu quand même qu'il soit dans un service fermé, parce que dans le service, même s'il n'avait pas recouvré la totalité de son autonomie, se déplaçait avec son fauteuil roulant.
partout, hein. Il allait seul aux toilettes, il prenait l'ascenseur, donc il arrivait quand même à se déplacer seul, sans trop de problèmes. Il avait sa télévision avec les revenus que le service social lui avait permis d'avoir, enfin. Euh, il avait accès donc à certains services, donc il gérait son petit patrimoine financier, enfin son petit pécule, pardon. Et c'était un peu, pour nous, on se disait quand même, un service fermé, ça va pas être simple. Mais comme on n'avait pas d'autre solution, c'est ce qui s'est passé. Donc il est parti dans ce service fermé, ce qui n'a pas été simple pour l'équipe, hein. Euh, qui en avait beaucoup discuté quand même, qui se posait beaucoup de questions sur ce qu'il allait faire là-bas, s'il avait plus la liberté d'aller et de venir. Euh, on n'a pas eu vraiment de retour ensuite, ça fait déjà maintenant quelques années, hein. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on pense que peut-être il a dû régresser par rapport à l'autonomie qu'il avait acquise l'autonomie fonctionnelle qu'il avait acquise dans le service. C'est une autre illustration, c'est une vraie interrogation éthique, hein. Euh, à quoi bon autonomiser au mieux les patients, même les plus difficiles, si on ne peut leur garantir ensuite une qualité de vie au moins équivalente à celle qu'ils ont pu goûter dans le service? Voilà, ça c'était vraiment un des points qui a été débattu en équipe. C'est une véritable interrogation éthique et c'est pas la première fois qu'on a ce questionnement. On l'a parfois qu'à la sortie, bien tous les efforts qu'on a pour les autonomiser. Et on se rend compte parfois qu'à la sortie, bien tous les efforts qu'on a, qu'on a fait, toute cette énergie qu'on a dépensée, elle n'est pas récompensée au sens où derrière, eh bien, il n'y a pas la même prise en charge, la même qualité de prise en charge. Ça tient probablement aussi, il y a un effet structurel, hein, en France. Au Québec, par exemple, ils sont très très bons à la sortie où il y a des, des comptes, enfin, il y a un suivi, pas un contrôle, il y a un suivi très régulier des patients qui sortent pour voir s'ils s'en sortent, ce qu'ils font, pour les accompagner. Nous, en France, on est très très bons à l'intérieur de l'établissement, hein, on peut les autonomiser. Par contre, une fois qu'ils sortent, ils sont réputés se débrouiller seuls et être autonomes pour tout, ce qui n'est pas simple, hein. Alors que dans le service, même si on les autonomise, ils ont quand même 24 sur 24 pendant 365 jours par an, hein, pratiquement, s'ils restent longtemps, un service d'étage, si vous me permettez l'expression, immédiat pour tout. Donc c'est vrai que ça nous a posé beaucoup de questions, ça. Mais bon, on continue à faire cette autonomisation parce que de toute façon, c'est un acquis pour eux. L'idéal, ce serait que derrière, effectivement, cet acquis puisse être consolidé. Et finalement, hein, c'est la dernière phrase, il ne nous appartient pas à nous soignants de prendre soin en se déterminant sur un résultat social futur. Sinon, il faudrait qu'on exerce un choix qui est de l'ordre du tri, du triage, dont on a beaucoup parlé pour le Covid dans d'autres circonstances, mais ça revient au même. Et on revient sur ce qu'on avait discuté précédemment dans le cours sur l'éthique. Si on se détermine sur un résultat social futur, alors on est en train de réfléchir à l'utilité sociale de chacun. Et ça pose des problèmes, hein, on l'avait dit. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Ce qui est important à travers ces cas cliniques, comme l'a dit Madame David tout à l'heure, c'est d'appréhender un petit peu les questionnements, de voir un peu les questions qui peuvent se poser, et puis de voir qu'on y répond comme on peut, mais encore une fois, c'est la meilleure solution possible dans un cas donné. On est vraiment sur de la casuistique et pas sur la recette de cuisine qu'on peut appliquer aux uns et aux autres.
vous propose le dernier cas. Alors le dernier cas, il concerne une dame qui a 88 ans, qui a été brûlée, malheureusement, comme ça arrive souvent chez les personnes âgées, dans sa salle de bain, parce qu'elle avait encore un bidet, qu'elle a mis de l'eau chaude, qu'elle a voulu effectuer sa toilette intime. Et malheureusement, elle s'est retrouvée piégée dans le bidet avec l'eau chaude qui coulait, et qui coulait, sans qu'elle puisse s'arrêter et sans qu'elle puisse s'extraire du bidet. Moyennant quoi, elle a été brûlée au 3e degré au niveau du siège. Ce qui est un endroit difficile à traiter et qui a nécessité, enfin qui aurait dû nécessiter normalement une colostomie de décharge pour éviter que les pansements ne soient souillés par les selles. Quoi qu'il en soit, elle a quand même été greffée, elle a même été à plusieurs reprises au centre des brûlés, et à ces 3 reprises, eh bien, la greffe a été un échec, à cause des selles, hein, justement, puisqu'il n'y avait pas de colostomie de décharge. Elle arrive dans le service, en sachant que sa plaie est à vis, qu'a priori on ne va pas la regreffer, qu'elle n'a pas de colostomie. Et la réfection des pansements s'avère extrêmement douloureuse. Donc la question, c'est que faire? Que peut-on faire? Non, il n'y avait pas de Alors, stomie. essayez de, voilà, essayez de clarifier le problème et de voir quel est le conflit de valeurs là qui peut se poser. Alors, il y a effectivement 2 choses. Pardon. Il y a le problème de la prise en charge de la douleur et le problème de la colostomie. Pour revenir sur la colostomie, donc, c'est pas la patiente du tout qui l'a refusé, ni la famille, c'est les chirurgiens digestifs qui ont estimé que faire une colostomie chez cette patiente en réanimation lui faisait courir un risque vital. Donc ils l'ont récusée à plusieurs reprises, puisque la demande a été réitérée. Donc elle n'avait pas de colostomie. Alors, quant à la douleur, la prise en charge de la douleur, en réanimation, c'est un peu plus simple, hein. Enfin, un peu plus simple. Si c'est plus simple, mais en tout cas, il y a la possibilité de faire des anesthésies générales pour la réfection des pansements, ce qui déjà soulage considérablement la patiente. Sauf qu'une fois qu'elle est transférée dans un centre de brûlés, dans un centre de rééducation, pardon, euh, les anesthésies générales ne sont plus possibles. On peut adapter un certain nombre de techniques, comme la sédation par du Calinox, comme de l'hypnose, etc., etc. Et puis par des produits médicamenteux comme des morphiniques, hein, mais on ne peut plus effectivement faire d'anesthésie. Il y avait pas un problème justement avec l'anesthésie pour cette patiente, et que c'était pour cette raison qu'il n'y avait pas pu y avoir de colostomie, qu'il y avait un problème, enfin Oui, qu'il y oui, avait le oui. risque par rapport à l'anesthésie chez elle? Oui, les chirurgiens avaient récusé la patiente, oui, sous divers prétextes, mais quand elle était en réanimation, elle avait une sédation. Alors peut-être effectivement, c'est pas une anesthésie générale au sens où on peut l'entendre pour une intervention. Elle avait quand même une sédation suffisamment importante pour la réfection des pansements, sous contrôle, en tout cas, des réanimateurs. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans un service de rééducation. Alors la question qui est celle du bénéfice-risque des pansements, doit-on continuer, quelle est la qualité de vie? C'est une bonne question, mais qui va dans le sens aussi de la suivante, hein. Doit-on privilégier les soins de confort et le bien-être aux soins médicaux? Alors ça, c'est une grande interrogation.
Elle ne s'est pas posée de suite pour nous, cette question-là. Il y a une raison à ça. Justice, c'est-à-dire justice, qu'est-ce que vous voulez dire? Lui apporter tous les soins nécessaires comme les autres, on est bien d'accord, c'est bien ce qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle le problème du bénéfice-risque pansement doit-on continuer, qualité de vie et soins de confort n'a pas été posé de suite. On a décidé de la calmer par la morphine de manière efficace pour qu'elle ait plus mal. Elle n'a plus mal. Mais à 88 ans, quand on a une dose efficace comme ça, eh bien, on a considérablement altéré son état général. Son état général, son état neurocognitif, elle n'était plus là, elle dormait, et donc elle se déshydratait, elle était en train de se dénutrir. Le premier réflexe a été l'hydratation sous-cutanée. Puis intraveineuse, mais intraveineuse, ça pose beaucoup de problèmes, avec le risque d'un OAP, d'une surcharge gauche. Et on a donc décidé d'associer une alimentation artificielle. Et ça, pour faire ça, ben, on a mis une sonde gastrique, elle s'est arrachée, qu'on a reposée, et puis qu'on a arrêté, puisque je trouvais que c'était traumatisant. On a donc opté pour une prise en charge intraveineuse avec un cathéter veineux central qui a été posé et une alimentation parentérale. Dès ce moment-là, la rééducation et la mobilisation étaient réduites, hein, parce qu'il y avait la perfusion, etc. Et on s'est bien rendu compte que si on n'arrêtait pas la morphine, si on n'allégeait pas le traitement, on allait effectivement, au fond, exercer le double effet de la morphine, hein, et on allait, alors qu'on ne le voulait pas, vers la sédation profonde continue terminale. Bon, c'était pas ça le but. Cette dame, elle était autonome avant, et puis ce qu'on voulait, c'est absolument la réautonomiser, la faire sortir du service le mieux possible. Donc on a arrêté la morphine, et en l'arrêtant, bien évidemment, elle a commencé à souffrir. Et là, elle nous a dit qu'elle voulait mourir parce qu'elle avait trop mal, et que de toute façon, il n'y avait pas d'amélioration au niveau des plaies. Et à partir de ce moment-là, on a discuté avec sa famille, qui elle aussi est venue nous voir, l'équipe, et dire elle souffre trop. Il n'y a pas de, il y a pas de solution puisque la plaie ne cicatrise pas. Écoutez, nous, elle nous a demandé à mourir, on est d'accord pour que vous l'accompagniez. Donc pas d'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Oui, on l'a accompagné, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on ne s'est pas posé la question du risque-bénéfice immédiatement, on ne s'est pas posé le problème de la qualité de vie. Enfin, la qualité de vie pour nous, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle qualité de vie? Celle que veulent les médecins pour le patient ou celle que veut la patiente ou le patient lui-même? Là, on avait décidé pour elle que la qualité de vie, c'était de faire en sorte qu'elle rentre à la maison autonome, sur ses pieds, comme elle était auparavant. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Donc effectivement, la deuxième question, c'était le soin de confort et le bien-être par rapport aux soins médicaux. Effectivement, ça ne s'est pas posé immédiatement parce qu'on ne réfléchissait pas comme ça. Pour nous, c'était de calmer cette douleur en sachant que, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais comme le pansement était au niveau du périnée, il était souillé, c'est-à-dire que pratiquement, enfin, on a essayé la sonde rectale, on a essayé un certain nombre de choses, ça n'a pas été d'une grande efficacité. Pas suffisamment en tout cas pour ne pas souiller le pansement. Donc on s'est retrouvé à faire un pansement avec une prémédication analgésique et couvrir le pansement plus ou moins bien le matin, mais souvent le soir, il fallait que l'infirmière refasse le pansement parce qu'il était totalement souillé. Et dans ces conditions-là, le pansement ne pouvait pas être refait avec une sédation ou autre. Donc très rapidement, on s'est confronté à une douleur qui était insupportable.
Alors effectivement, à partir de ce moment-là, on l'a accompagné, on a respecté son choix et celle de la famille, bien évidemment. Et on a décidé d'avoir, bah, justement, ce soin de confort et de privilégier l'antalgie, euh, le bien-être, hein, comme quelqu'un l'a dit, en tout cas, son souhait au reste. Et effectivement, pour le coup, alors là, elle a été accompagnée et du coup, on a utilisé la morphine pour son double effet, en sédation continue terminale jusqu'au décès, pour qu'elle ne souffre pas. Pour nous, on en a beaucoup parlé dans l'équipe. Ça a été très durement ressenti parce que ça fait partie de ces situations. Alors exposé comme ça paraît peut-être évident, mais en situation, on avait le nez dans le guidon, comme je dis souvent, et on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que pour nous, on avait un objectif, encore une fois, qui était un objectif pour tout le monde. Elle était autonome avant, on voulait la rendre autonome après, malgré les difficultés que faisait naître l'absence de colostomie. Donc il fallait effectivement faire appel au morphinique. On s'en est pas rendu compte de suite. On a fait des choses qui ont aggravé son état, avec la voie centrale, la sonde gastrique, la morphine à haute dose qui finalement a dégradé son état. Donc c'est vrai que on n'a pas suffisamment réfléchi au fil de l'eau et on n'a pas suffisamment réfléchi finalement en amont. Il a fallu qu'on soit confronté à cette demande d'épuisement psychique et de vouloir en finir pour qu'on se rende compte qu'on est allé un peu dans le mur. Donc, on a voulu bien faire et on a mal fait. Donc, ce sont des choses, ça, qu'il faut bien avoir en tête, qui sont douloureuses, hein, mais qui sont douloureuses pour l'équipe, hein, mais qu'il faut savoir, si possible, déceler le plus tôt possible, hein. C'est pas évident, ça, dans une équipe. C'est exactement ce que vous dites, hein. On ne peut pas toujours prévoir. On veut d'abord donner toutes les chances aux patients, bien sûr. C'est ce qu'on a voulu faire. Euh, En fait, lors de l'arrêt de la souffrance, il n'y avait pas d'arrêt de la souffrance. La seule possibilité d'avoir un arrêt de la souffrance, c'était de donner la morphine, mais de prendre le choix cette fois de le faire dans des conditions de fin de vie et de soins de confort. C'est-à-dire, voilà, un pansement, c'était pas la peine de le refaire 50 fois s'il faisait mal. C'était d'hydrater un minimum, c'était surtout de donner la morphine en sachant qu'effectivement, cette fois, on jouait sur le double effet. Donc la sédation continue profonde. Voilà, un cas douloureux. Enfin, tous les cas que je vous ai présentés étaient quand même un peu douloureux, chacun à leur manière. En résumé, pour la brûlure, il y a une désocialisation de ces contraintes thérapeutiques hein, qui sont importantes. Euh, les séquelles physico-psychosociales, c'est le modèle biopsychosocial. Il y a le problème du comportement du patient. Il y a une interrogation sur le sens des soins, on vient de le voir hein, particulièrement, et la nécessité d'une concertation pluridisciplinaire. Comme tous les soins chez le brûlé, il faut qu'il soit centré sur le patient. La démarche éthique, probablement plus déontologiste qu'utilitariste. Hein. Le, le patient n'est pas un moyen, c'est une fin. On respecte sa dignité autant qu'on peut le faire. On a vu que c'était pas toujours facile, pas toujours facile de respecter cette dignité à travers les exemples qu'on a vus. Et probablement plus une éthique de responsabilité où on a conscience des conséquences de nos gestes et de notre prise en charge sur la vie du patient plutôt que de conviction. Mais bon, c'est à discuter. Hein. Et les quatre principes, eh ben, ils ont leur importance, on l'a vu. Euh, pour terminer, la visée éthique, vous l'avez compris, elle est consubstantielle à la pratique soignante, on l'avait déjà dit. Et voilà, c'est une interrogation permanente sur notre façon d'agir. Euh, je pense que j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, sinon je vous libère. Et j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez pu voir un peu ce que peuvent être les problématiques éthiques dans un service, en pratique. Alors merci beaucoup, docteur Keruel.
S'il n'y a pas de questions, on va leur permettre de faire une petite pause avant d'enchaîner sur le cours suivant. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Bah, s'il n'y a pas de questions, écoutez, moi je vais vous laisser. Juste une dernière chose, quand vous êtes dans les services, n'hésitez pas à discuter avec les équipes de tous ces problèmes. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. Au revoir. Bonne matinée. Mer- Merci beaucoup, docteur Kiruel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Que je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas comment on fait pour supprimer le document pour laisser la place au cours suivant. Et pour les étudiants, eh ben, je vous dis au revoir, à bientôt et puis bah, bonne continuation pour la suite des cours de la journée. Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Je sais pas si tu m'entends. Si tu peux me passer en animateur pour que je puisse télécharger mon PowerPoint. Bonjour à tout le monde. Alors, je vois que le cours de tout à l'heure continue à être enregistré, mais je n'ai pas la main pour l'instant.
Merci Dominique. Bon, allez, je vais charger mes documents. Ça,